Oui, bonjour, Brunet Gel, conseiller départemental du canton d'Ambérieu, et représentant du département. Donc, le département met une enveloppe au niveau de la contractualisation qui est toutes les communes. Donc, aujourd'hui, sur l'économie d'énergie des bâtiments, donc on a une enveloppe, je crois, de 2,5 millions, je crois, cette année, qui est ouverte aux communes. Et donc, on suit de très près ces dossiers, puisqu'aujourd'hui, pour aider toutes les communes. Je crois que la communauté de communes aussi aide aussi de son côté. Donc on est prêt. Moi je vais juste dire un mot, puisque je m'occupe de la piscine d'Ambérieu. Nous avons fait il y a combien, 5 ans, on a fait de la géothermie sur la piscine. Aujourd'hui, si on n'avait pas mis la géothermie il y a 3 ans, il y a 4 ans, on aurait fermé la piscine avec l'augmentation des coûts. On a divisé par 3 le coût d'énergie sur la piscine en pompant d'eau à 13 degrés, en la rejetant à 8, en prenant un cop de 4. Et donc on a chauffé toute la piscine. Donc avec les pompes à chaleur. Si on n'avait pas mis, la piscine en vrai, c'est fermé. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est des dossiers, je pense que tout le monde, par rapport à ses finances aussi, puisqu'à un moment donné, les finances ne sont pas extensibles. Et de regarder au plus près. Moi, avec l'économie d'énergie, j'ai fait un petit truc simple dans toutes mes écoles. J'ai mis un thermomètre. J'ai mis un thermomètre à la sortie de la classe. Et bien, j'ai autant dire que ça marche parce que les astis, tout le monde, et dans ma mairie, j'ai mis un petit thermomètre. Et on fait attention, c'est tout bête, mais je suis allé acheter 25 thermomètres. Et ça marche parce que quand ils sortent de l'école, ils baissent au niveau de toutes les classes. Et ça marche. Merci. Quelqu'un d'autre? Peut-être une intervention, une question? N'hésitez pas, on a 15 minutes devant nous. Donc, est-ce que vous avez senti les petits flots arriver Oui, bonjour. Béatrice Almaz, maire de Saint-Jean-de-Niosthe. Nous avons un projet de construction de logements sociaux pour personnes en perte d'autonomie, une MAM, une maison des associations et 4 logements individuels à côté sur le même terrain. On est en phase d'APS et on se demandait quel chauffage, en fait, quel mode de chauffage installer sur ces logements. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, actuellement ? Alors, on a parlé de géothermie, j'en ai entendu parler par l'architecte aussi, voilà, je me pose des questions. Je dirais de faire une étude comparative, parce que ça dépend des ressources locales, ça dépend de la géothermie, ça dépend de ce qu'il y a dans le sous-sol, etc. Donc je ne peux pas vous donner une réponse absolue dans ce type de cas. Ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs. Donc, de toute façon, j'imagine qu'il n'y en a pas dans votre commune. Moi, je dirais la priorité, c'est un raccordement réseau de chaleur, mais je pense que s'il n'y en a pas. Et après, vraiment, faire des études comparatives. Je crois que, je ne sais pas si le territoire est couvert par un contrat de chaleur renouvelable en cours. Ça va venir. Ça va venir pour financer un peu les études, des choses comme ça. Non, mais c'est vraiment, là pour le coup, s'orienter vers des bureaux d'études pour que l'argent que vous allez investir dans ces études, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, pour qu'ils vous orientent sur la meilleure énergie possible pour les logements. Basse température, c'est mieux, mais ça c'est le type d'émetteur. Mais voilà. On a parlé également de puits canadiens. On nous a parlé également de puits canadiens. Oui. Voilà. Oui, ça existe. Oui, ça existe. C'est intéressant, votre avis? Oui, alors, les puits canadiens, effectivement, ça sert essentiellement pour la ventilation. Oui. Après, pour compléter la réponse, donc, si vous en êtes à l'APS et que vous avez une maîtrise œuvre, la maîtrise œuvre vous doit, c'est réglementaire, vous doit une étude comparative des énergies. Donc, au stade de l'APS, normalement, vous devriez avoir cette étude. Aujourd'hui, la philosophie qu'il faut avoir, c'est déjà, limiter, fortement isoler votre bâtiment pour limiter au maximum les déperditions. Ça, c'est la priorité. Après, seulement après, on va venir voir, on va venir étudier le mode de chauffage et le mode d'émission des chauffages.
Aujourd'hui, ce qui est important de voir par rapport à votre programme, c'est qu'il faut, pour déterminer un mode de chauffage, c'est fonction de l'usage et de l'utilisation de vos bâtiments. Si vous avez des bâtiments qui sont, comme là, vous avez un ensemble de bâtiments, vous avez des usages qui sont en journée avec une MAM, je ne sais plus ce que vous avez dit, et puis vous avez des logements. Donc en fait, c'est des usages complémentaires. Et en fait, ce qui est très bien par rapport à un système aussi bien de chauffage et de ventilation, c'est que vous avez des usages qui peuvent être relativement continus et des besoins relativement constants tout au long de la journée. Et ça, c'est important pour le système de chauffage que vous allez pouvoir mettre. La grosse difficulté dans les bâtiments tertiaires, ce qu'on observe très régulièrement par rapport au mode de chauffage, c'est que les bâtiments tertiaires, quand on fait un bilan sur une année complète, ils sont très peu utilisés. En fait, vous avez une école, on va prendre un exemple d'une école. Une école, aujourd'hui, elle est utilisée 4 jours par semaine, avec une plage horaire très faible et 36 semaines par an. Je crois que c'est ça, un calendrier scolaire. Donc quand on fait un bilan sur une année complète, c'est très très faible. Donc en fait, ça fait un gros investissement sur un système de chauffage pour un usage qui est, sur une année complète, très faible. Donc c'est pour ça qu'il est très important aujourd'hui de limiter au maximum ces déperditions, d'isoler fortement vos bâtiments avant de penser chauffage. Après, pour répondre à votre question première sur le type de chauffage, alors effectivement, aujourd'hui on a pas mal de systèmes qui existent. Il faut évidemment favoriser les systèmes avec des énergies renouvelables. Alors si vous avez des besoins importants, ça peut être des systèmes de biomasse, ça peut être chaudière bois, granulé ou paquet selon les besoins. Et après, ça peut être de la pompe à chaleur aussi, ce qu'on retrouve très régulièrement. La géothermie, comme ça a été expliqué par M. Brunet, c'est un exemple, ça marche très bien. Encore faut-il avoir la nappe, alors soit la nappe à proximité, soit des sondes qui descendent 100 mètres ou voire plus, mais il faut que le terrain s'y prête pour pouvoir le faire. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse, on ne peut pas dire tel projet je vais chauffer avec tel système. Il faut vraiment étudier au cas par cas. Mais aujourd'hui, on a un panel quand même de systèmes de chauffage qui permettent de répondre à tous les usages. Et il faut vraiment, en tout cas, essayer au maximum d'utiliser les énergies renouvelables. Un mini complément aussi, mais vraiment très grande attention au confort d'été. Parce que ça, c'est le sujet, voilà. Donc nous, ce qu'on recommande à l'ADEME, c'est éviter au maximum, tant que possible, le recours à la climatisation, en isolant au mieux les bâtiments et en utilisant au plus possible des systèmes passifs. Et vraiment, attention notamment à bien protéger les façades. On a parlé à la visite de l'école, les brises soleil, etc. Autant que possible, végétaliser les alentours aussi, faire attention aux orientations des façades, etc. Enfin, toutes les conceptions un peu bioclimatiques du bâtiment. Ça, c'est vraiment... moi, je vois un immeuble devant chez moi qui a été construit il y a 2 ans. Ils ont mis des stores noirs chez tout le monde. C'est des immeubles, c'est des appartements pas traversants, aucune protection. Résultat, on voit des gros tuyaux de chacun qui se met des clims individuels. Alors, on regarde, on se dit, mais pourquoi on met des clims individuels? Après, on s'est dit, mais oui, mais une façade pas isolée, des stores noirs. Et du coup, les pauvres, ils ferment les stores, mais du coup, ça fait four. Je dis, bah oui, au final, côté des apparts, le bâtiment, il a 2 ans et les gens, ils se mettent des clims individuels avec des trucs en plus qui ne doivent pas fonctionner. C'est des gros tuyaux qui sortent par les fenêtres, mais les fenêtres sont quand même ouvertes. Enfin, on se dit, mais bon, c'était des logements sociaux, bah voilà quoi. Donc voilà, attention là-dessus. Pour paraphraser un de mes collègues, il n'y a pas de solution unique, il n'y a que des critères de sélection. Aussi pour vous, par rapport à l'usage du bâtiment, par rapport au terrain favorable ou non à un certain système, effectivement, on ne peut pas vous donner une réponse comme ça. Ça serait malhonnête de le faire, vraiment, du point de vue technique, ça serait vraiment malhonnête. Donc vraiment faire une comparaison des systèmes existants et voir ce qui colle le mieux à votre bâtiment, à votre usage, à votre état d'isolation du bâtiment, etc. Eric Enda de l'ALEC MVE l'Est parisien. Vous demandez forcément ce que je fais ici. J'aime le pays. Non mais en fait, nous sommes jumelés avec l'ALEC de l'Ain dans le cadre du programme Vapora et nous venons effectivement partager ce retour d'expérience et les outils qui sont développés dans le cadre du programme Vapora pour effectivement imaginer une sorte de scale-up à l'échelle de, on va dire, de ville urbaine plus dense, parce qu'on va dire que nous sommes dans des villes avec un minimum 20 000 habitants, voire 120 000 comme Montreuil, et les problématiques d'accompagnement ne sont a priori pas les mêmes.
on pourrait croire que sur ces territoires-là, il y a suffisamment d'ingénierie, mais finalement pas, parce que voilà, quand on regarde ce qui est mis en œuvre, on est très souvent déçu, parce que ça reste des gros programmes, des grosses stratégies, et finalement, dans la mise en œuvre, c'est peut-être dans des petites communes comme ça qu'on arrive à voir, on va dire, des choses concrètes qui avancent. En tout cas, moi, je suis ravi d'être là et de participer à ce temps de retour d'expérience. J'ai une petite question, notamment sur les enjeux de sobriété que vous évoquiez tout à l'heure, tous à tour de rôle. Il me semble que l'usager est au centre de ces questions et l'accompagnement au changement. Comment, dans ce programme de rénovation, vous pensez le mettre en place pour justement pérenniser, parce que dans le cadre du programme Bapora, il y a cette vocation d'accompagnement. Pour moi, l'accompagnement, il faut le voir aussi jusqu'à l'usage. Et là, dans ce que j'ai compris, on s'arrêterait, j'espère que ce n'est pas le cas, au programme de rénovation, à la réalisation, mais il y a un enjeu d'accompagner les usagers à l'usage de ces bâtiments, à la prise en main, parce qu'on conçoit, et c'est l'intérêt de l'innovation, des projets de plus en plus intelligents, de plus en plus innovants, et parfois les usagers sont déconnectés de ces équipements-là. Et moi, je prends un exemple tout bête. J'ai accompagné un territoire qui a développé un projet très ambitieux, chauffage, réseau de chaleur, dépose, tout ce qu'on peut imaginer avec des panneaux rayonnants. Mais les enseignants, c'était dans une école, avaient l'impression de ne pas être chauffés parce qu'ils ne voyaient pas les unités de chauffage interne. Il a fallu faire une sensibilisation avec des caméras thermiques pour leur expliquer. Et comme le monsieur dans le département des thermomètres aussi, c'est tout bête qu'on dit, mais ça marche. Et donc je me demande comment à votre niveau vous pensez mettre ça en place. Voilà, pour accompagner les usagers de façon à ce que ce projet-là voilà, reste dans la durée. Merci. Et peut-être aussi pour Bapora en parallèle de façon plus large. C'est une vraie question. Je crois qu'on l'a tous abordé. Alors aujourd'hui, on voit apparaître sur certains gros programmes des AMO maîtrise d'usage qui commencent à apparaître sur des gros programmes de construction. Mais effectivement, c'est peut-être, c'est même pas peut-être, il faudrait réfléchir. Alors, les économes de flux qui interviennent déjà sur certaines communes, qui sont portés soit par l'ALEC ou par le VCA selon les territoires, ont déjà un petit peu cette vocation en partie, c'est une partie de leur métier, mais leur mission, mais ont vocation à accompagner l'usager. Mais effectivement, je crois qu'il y a, je partage totalement, on en a déjà parlé en interne, mais il y a un métier d'avenir qui est d'AMO maîtrise d'usage pour accompagner, former, sensibiliser régulièrement. Et en fait, c'est l'éducation. Il ne faut pas se limiter à simplement, quand on livre le bâtiment, expliquer et s'arrêter et partir. Non, il faut revenir très très souvent pour faire des rappels et puis sensibiliser. Alors il y a des systèmes aussi, donc on a effectivement évoqué les thermomètres. Il peut y avoir aussi d'autres systèmes, notamment alors qui est moins en lien avec le confort, enfin la partie performance énergétique, mais notamment la qualité d'air, parce qu'il y a des gros enjeux. Aujourd'hui, quand on rénove d'un point de vue énergétique, il ne faut surtout pas sous-estimer la problématique de la ventilation. Parce qu'on fait des boîtes étanches, mais si on ne ventile pas, c'est une grosse catastrophe. Et en fait, c'est même pire qu'avant. C'est pire qu'avant. Aujourd'hui, on a testé, nous, dans des écoles, avec des petits écrans à côté des tableaux, avec des petits smileys vert, orange, rouge. Voilà. C'est des petits éléments comme ça qui permettent de sensibiliser les usagers. Et c'est vrai qu'avec les enfants, ça marche très bien. Parce que si on commence à la base avec les enfants, derrière, c'est des messages qu'ils peuvent porter au niveau des enseignants, mais également à la maison. Et c'est comme ça que petit à petit on y arrivera. Mais effectivement, l'usager, aujourd'hui, à ma connaissance, il y a peu d'accompagnement en ce sens. Pour compléter, là sur le programme européen, donc il va y avoir une suite de 3 ans.
Et on a notamment 2 structures pilotes dans la région, donc la LTE 69, donc Agence locale de la transition énergétique du Rhône hors métropole, et le CIAD, donc Syndicat des énergies de la Haute-Savoie, qui veulent tous les deux développer des outils et des formations sur les usagers, l'assistance à la maîtrise d'usage. Donc on reste dans le domaine, on est parti dans la thématique des petites communes, on va rester dans cette thématique-là. Mais eux, ils ont vraiment des ambitions, ils ont développé tous des programmes pour faire monter en compétence du coup les maîtrises d'ouvrage déjà, sur le sujet de l'entretien des bâtiments, l'exploitation, l'utilisation des bâtiments, et des programmes pour sensibiliser les occupants aussi, avec différents types de bâtiments, donc écoles, gymnases, etc. Ils vont essayer d'en sortir des outils un peu types ou des guides qui seront rendus publics au fur et à mesure de leur sortie. Donc, voilà, pour l'instant on ne sait pas ce que ça va donner, donc ils veulent tester, être un peu innovant là-dedans. Innovant au sens comportement, hein, pas technologique. Donc, quand on saura plus là-dessus, d'ici 1 an ou 2, on aura peut-être avec un peu de chance des fiches, des méthodes pour les petites communes pour ça. Moi j'ai un retour avec toujours la piscine. On a eu une grosse aide de l'ADEME sur ce dossier, mais en contrepartie, on avait l'obligation d'avoir un contrôle par un bureau extérieur qui nous a fait pendant 3 ans. Les économies, on a fait donc 3 ans, même là on a continué. Et aujourd'hui, tous les ans, on a un bilan avec l'économie. Et là, je pense que c'est peut-être aussi donner la carotte et le bâton. Parce que donner des aides, c'est bien, mais avoir que ce soit la collectivité qui ait un retour à donner, de dire voilà, aujourd'hui, ok, on a investi ça, mais on a gagné ça. D'avoir les deux, quoi. Et je pense que ça serait. Et là, nous, aujourd'hui, sur la piscine, ça marche très bien. Et on se rend compte s'il y a vraiment une problématique. Puis je voulais parler de la ventilation, puisque la semaine passée, en tant qu'élu, nous avons visité une usine qui s'appelle l'Argeuse Ventilation, qui est à Torcieux sur notre canton. Aujourd'hui, qui a des appareils de ventilation maintenant qui dimensionnent, qui mesurent la ventilation. C'est vraiment. C'est pas que. Avant, on avait une bouche qui était complètement juste une bouche avec, tandis qu'aujourd'hui, la bouche elle est complètement intelligente, quand on a besoin de ventiler, elle ventile, et aujourd'hui, il y a une technologie dans ces bouches de ventilation phénoménale. Oui, alors je vais repartir évidemment, excusez-moi, mais je ne sais pas faire autrement avec mon tropisme d'universitaire. Pédagogie à tous les étages de la fusée et par tous les acteurs impliqués dans le système. Personne ne peut accepter de protéger quelque chose dont il ignore l'existence. Personne. On ne va pas se battre. Nos vies sont déjà suffisamment compliquées comme ça. On ne va pas se rajouter là-dessus des choses dont on ne perçoit ni les causes ni les conséquences. Il faut avoir en tête que depuis 5-6 ans, le pourcentage de climato-sceptiques en France est reparti à la hausse. 2-3% de plus par an. 4-5% de plus chez les 15-25 ans. Donc, l'affaire n'est pas gagnée. Et évidemment, dans ce cénacle-là, on parle entre convaincus ou semi-convaincus. C'est pas là qu'est l'enjeu. L'affaire n'est pas gagnée. Et comment expliquer dans nos villes et nos villages que la rénovation énergétique des bâtiments publics, qui représentent des sommes d'argent importantes, qu'après tout on pourrait investir ailleurs, pourquoi pas? Comment expliquer à des gens qui ne sont même pas convaincus qu'il existe un problème, qu'il est urgent et indispensable et incontournable d'agir? C'est exactement la même problématique que nous avons en écologie avec la protection de la biodiversité. Toutes les enquêtes dans les écoles primaires et les collèges de nos banlieues de grandes villes, évidemment la situation est très différente dans le monde rural, mais dans les banlieues de nos grandes villes, quelles qu'elles soient, autour de Lyon, autour de Paris, autour de Toulouse, partout en France, vous avez année après année 70 à 80% des enfants qui répondent qu'ils ne sont jamais allés se promener une fois de leur vie dans une forêt. Jamais. 70 à 80%. Comment expliquer à ces enfants-là que la biodiversité est quelque chose d'important dans leur vie, quand ils ne connaissent de cette biodiversité
que le moustique qui les embête le soir ou le rat qui se balade dans la rue. Évidemment, ça n'est pas possible. Et c'est la même chose pour le climat, et c'est la même chose en réalité pour de nombreux enjeux de notre monde d'aujourd'hui. Pédagogie, pédagogie, pédagogie. On ne peut jamais protéger ce dont on ignore l'existence, on ne peut jamais résoudre efficacement un problème dont on ne sait même pas qu'il se pose à nous.